Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas en raison d'un sentiment intime qu'elles auraient d'être des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, déclaration qui compte déjà 35 000 signataires à travers le monde, et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons bien sûr à signer cette déclaration à votre tour si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous recevons Annie-Ève Collin. C'est une philosophe qui fait d'excellentes vidéos de vulgarisation sur les débats philosophiques actuels sur sa chaîne YouTube. Elle est héritière des Lumières et son approche est rationaliste. Elle est curieuse et intéressée par la façon de penser des autres. C'est ce qui l'a amenée à bien étudier la pensée postmoderne qu'elle décrit et décrypte très bien dans une série de vidéos sur sa chaîne. Elle est féministe, mais le noyau de sa critique de l'idéologie du genre, c'est que cette idéologie repose sur des affirmations fausses et qu'elle est illogique. Annie-Ève fait aussi malheureusement partie de ces femmes victimes de l'intolérance et de la violence des activistes de la cancel culture. Vous pouvez poser des questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Bonjour Annie-Ève. Est-ce que pour commencer, tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qui t'a amené à critiquer l'idéologie queer et comment est-ce que tu l'as rencontrée? Bonjour Marie, bonjour à toutes. Alors, bon, comment ça a commencé? J'ai suivi des cours de sociologie du genre à l'Université de Montréal. J'ai eu comme professeur Gabrielle Richard. Et bon, j'arrivais là en tant que personne intéressée par le féminisme. Le cours s'appelait Rapport de genre et sexualité. Alors, je m'attendais à entendre parler de sexisme, de rapport entre les hommes et les femmes. Alors, c'est particulièrement quand il a été question de l'idéologie queer que j'ai été un peu étonnée par ce que j'entendais et par ce que je lisais. Alors, l'idéologie queer, bon, Marie a parlé d'idéologie du genre, c'est essentiellement la même chose. L'idéologie queer présente les catégories comme ayant été imposées socialement. On parle notamment des catégories femmes et hommes, féminin, masculin, homosexuel, hétérosexuel. Ce seraient des catégories qu'il faut déconstruire parce qu'elles relèveraient de l'oppression. Et il faudrait que chacun, chacune puisse s'autodéfinir, s'autodéterminer. Et on veut même éviter de donner des définitions claires. On peut continuer d'utiliser des mots entre guillemets, je dirais, mais le queer, ce serait celui qui refuse les catégories que la société veut lui imposer et qui définit, chacun devrait finalement pouvoir définir le sens des mots qu'il utilise pour se décrire, pour se définir par lui-même. Alors, moi, en tant que personne qui avait une formation en philosophie, qui l'enseignait depuis déjà un moment, assez vite, j'ai réagi à ça parce que c'est élémentaire en philosophie de définir clairement les mots qu'on emploie, parce que c'est comme ça qu'on arrive à communiquer efficacement, c'est comme ça qu'on arrive à se faire comprendre. Et en fait, philosophie ou non, c'est quand même à ça que servent les mots. Puis, petite parenthèse ici, ceux qui endossent consciemment ou non l'idéologie queer, quand je dis consciemment ou non, c'est il y a ceux qui en font la promotion, mais il y a ceux aussi qui écoutent des militants, puis qui sont simplement, ils veulent avec bonne foi défendre les droits des groupes minoritaires. Ceci dit, on peut tout à fait être pour les droits de tous les humains sans endosser l'idéologie queer. On peut parfaitement être pour les droits des homosexuels, bisexuels, trans, sans endosser l'idéologie queer. Mais un contre-argument qu'ils vont souvent amener, c'est qu'un mot peut avoir plus qu'un sens et que je serais en train de nier que les mots peuvent avoir des significations variables. Ce n'est pas ça que je nie.
ils ne font pas la différence entre un mot peut avoir une signification différente selon le contexte et un mot veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Ce n'est pas du tout la même chose. Prenez le mot drôle. Drôle, ça veut dire que ça fait rire. Mais si je vous dis on m'a raconté une drôle d'histoire, ça peut vouloir dire l'histoire est bizarre. Mais ce n'est pas parce que le mot change de sens selon mes caprices, c'est vraiment le contexte. Donc, bref, il y a une confusion sur l'usage du langage qui rend l'idéologie queer, qui fait en sorte qu'elle jette la confusion sur la possibilité de communiquer. Puis, j'avais fait remarquer à la professeure pendant la pause que si on veut éviter les étiquettes, c'est ça l'idéologie queer, on voudrait éviter les étiquettes femme, homme, masculin, féminin, ce serait des étiquettes, ce serait donc opprimant. Mais si on veut éviter les étiquettes, il va falloir s'arrêter de parler. Queer, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une autre étiquette? Et quand ils imposent l'étiquette cisgenre à la majorité des gens, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une étiquette? Donc, je voyais des contradictions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à la base dans cette idéologie-là. Alors ça, c'est vraiment comment ça a commencé. Quand j'ai suivi un cours universitaire qui était, moi, j'arrivais là avec aucun a priori. C'est un cours qui était destiné plutôt à nous faire endosser l'idéologie du genre et l'idéologie queer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en être critique. Alors, ceux qui veulent dire que c'est la faute des conservateurs ou des féministes radicales qui exercent une mauvaise influence, non. Ceux qui endossent l'idéologie queer font du très bon travail par eux-mêmes pour montrer qu'il y a des failles dans leur vision des choses. Sinon, je vous raconte comment j'ai atteint ce que les anglophones appellent mon peak trance. Alors, ce qu'on appelle le peak trance, c'est moi, à la base, comme probablement la majorité des gens qui m'écoutent, si on m'avait demandé est-ce que tu es pour les droits des personnes trans, j'aurais dit, mais évidemment, qui serait contre ça? Le peak trance, c'est quand quelqu'un qui était à la base sympathique à la cause, à force de voir des contradictions ou des exagérations, en vient à s'opposer à ce qu'on appelle le mouvement transactiviste ou à s'opposer à l'idéologie queer. Moi, c'est arrivé très vite, en fait. J'étais membre d'un groupe Facebook féministe. Puis, il y avait beaucoup de publications qui portaient sur les trans, sur la transition ou sur d'autres questions liées au transgenrisme. Et il y a une membre, une internaute, qui a posté une question. Elle a demandé si le sujet du groupe, c'était le féminisme ou les trans, parce qu'elle suivait le groupe pour entendre parler de féminisme. Et elle s'est fait répondre, bien, comme c'est un groupe féministe, on parle de toutes les femmes, à moins que tu sois en train de dire que les femmes trans ne sont pas des femmes, ça voudrait dire que tu es transphobe. Alors moi, spontanément, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Effectivement, une personne qui est un homme, qui voudrait être une femme, ce n'est pas la même chose qu'une femme. Et les soucis qu'on risque d'avoir, les discriminations qu'on risque de vivre ou les problèmes qu'on peut avoir à régler ou qu'on doit faire reconnaître socialement ne seront pas les mêmes. Ce sont deux questions distinctes. Alors, à ce moment-là, il y a vraiment eu, ça a été un point de rupture pour moi. Il y a quelque chose, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, puis il y a aussi quelque chose de... Il y a une forme d'intimidation dans le fait de répondre à cet internaute-là. Ah ben, si tu remets ça en question, que ce soit un sujet pour le féminisme, ça veut dire que tu as une phobie. C'est un peu, c'est gros de dire qu'elle a une phobie parce qu'elle soulève cette question-là. Et finalement, un autre élément dans les débuts de mon parcours comme gender critical,
c'est quand j'ai fait la connaissance de Diane Guilbeault, une grande féministe malheureusement décédée il y a quelques années, qui était une membre très active de Pour les droits des femmes du Québec. C'est elle qui m'avait invitée à me joindre à Pour les droits des femmes du Québec et je m'étais jointe à leur assemblée annuelle. Diane Guilbeault avait expliqué, c'était avant que le projet de loi C-16 passe, c'est-à-dire avant que l'identité de genre et l'expression de genre soient ajoutées au motif de discrimination interdit dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puis, Diane Guilbeault faisait valoir que le danger, c'est de remplacer le sexe par l'identité de genre, parce que le sexe, ça compte. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se sent femme, ça, j'attends encore qu'on m'explique ce que c'est censé vouloir dire, se sentir femme, mais ce n'est pas parce qu'on sent qu'on est quelque chose qu'on l'est. Être une femme, c'est une réalité anatomique concrète avec toutes sortes d'implications concrètes, et si ça ne peut plus être pris en compte institutionnellement, ça fait une série de reculs pour les droits des femmes. Ça cause des problèmes aux femmes. Puis, ici aussi, je voudrais faire une parenthèse. L'homme et la femme ne sont pas des constructions sociales. Ce sont des réalités biologiques. Ceci dit, même si c'était des constructions sociales, ce n'est pas parce que quelque chose relève du social qu'il suffit de s'y identifier subjectivement pour en être. Prenez la police, c'est une construction sociale. Il n'y a personne qui est biologiquement policier. N'empêche que moi, si je dis que je m'identifie comme policière, je ne suis toujours pas policière. C'est-à-dire que même si on admettait un changement de sens des mots femme et homme, et qu'on en faisait des rôles sociaux plutôt que des réalités biologiques, on serait encore capable d'identifier des critères qui permettent d'identifier objectivement qui est un homme et qui est une femme. Donc, bref, essentiellement, c'est comme ça que je suis devenue critique de l'idéologie queer. Il y a d'autres facteurs qui se sont ajoutés ensuite, mais les facteurs d'influence dans les tout débuts, ça a été les cours que j'ai suivis avec Gabrielle Richard et d'écouter la féministe Diane Guilbeault. Merci. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi qui te pose particulièrement problème dans cette idéologie queer? Alors là, je sais que je m'adresse à des féministes qui ont certainement à cœur les reculs pour les droits des femmes qui surviennent à cause de cette idéologie-là. Moi aussi, je trouve ça très important, mais quant à moi, c'est un dommage collatéral du problème fondamental de cette idéologie-là. Et son problème fondamental, c'est qu'elle est mensongère et incohérente. Quand on substitue la fausseté à la vérité, ça ne peut faire que des problèmes. Ça a toujours des conséquences, même si on ne les prévoit pas toujours immédiatement. Il y a toujours des conséquences négatives au fait de substituer la fausseté à la vérité. Et quand on le fait volontairement, autrement dit, quand on ment, les conséquences négatives risquent d'être encore pires parce que quand on le fait volontairement, ça veut dire qu'on n'est pas enclin à corriger les faussetés quand on nous présente des preuves que ce qu'on a affirmé était faux. Alors là, il faut bien comprendre que le langage n'est pas un acte isolé. Quand on dit quelque chose, ce n'est pas un acte isolé. Vous savez, on se fait dire, mais qu'est-ce que ça peut bien changer si quelqu'un dit qu'il est une femme? Pourquoi ne pas lui dire qu'il est une femme, l'appeler madame? Ça ne change rien. Oui, ça change quelque chose parce que ce qu'on dit a un lien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on s'engage à faire et avec ce que les autres vont faire, parce que les autres ajustent leur comportement en fonction des informations qu'on leur donne.
Alors, donner des informations mensongères à quelqu'un, c'est l'inciter à agir en fonction d'une mauvaise perception du réel et il risque donc de prendre des mauvaises décisions. Alors, l'idéologie queer, écoutez, c'est vraiment mensonger parce que on veut nous faire prendre des hommes pour des femmes pour des hommes, nous faire admettre que certains humains ne sont ni l'un ni l'autre, et ici, on ne parle même pas des humains intersexués. Et là, ils vont dire que le sens d'un mot peut évoluer ou que le sens d'un mot peut varier d'un contexte à l'autre. Alors, dire qu'une femme trans est une femme, la fameuse phrase, ils vont dire ce n'est pas un mensonge si on comprend le mot femme dans un sens lié à la notion de genre et non à la notion de sexe. Mais en réalité, ils ont beau marteler que le mot femme n'a pas le sens qu'on lui prête traditionnellement, c'est-à-dire humain de sexe féminin. Ils vont nous dire que ce n'est pas ce que veut dire le mot femme ou que ce n'est pas nécessairement ça qu'il veut dire ou que ce n'est plus ce qu'il veut dire. Mais on n'a encore jamais vu de définition alternative. Quand on demande, OK, pouvez-vous nous définir le mot femme? Si ça ne veut pas dire un humain adulte, techniquement, de sexe féminin, alors que veut dire ce mot-là? Il n'y a jamais eu de définition alternative. Et on veut vraiment imposer à la société de confirmer que des hommes sont des femmes au sens parfaitement traditionnel de ce terme-là et à les traiter comme tels. La preuve, il faudrait qu'on admette ces hommes dans les sports féminins, par exemple. Mais s'il y a des sports pour femmes, c'est en fonction des différences entre les sexes. C'est en fonction de la définition traditionnelle du mot femme. Alors, s'il y avait vraiment un nouveau terme, une nouvelle façon d'utiliser le mot femme, on pourrait sans problème dire, OK, alors peut-être que dans certains contextes, la nouvelle définition s'applique, mais dans le sport, il faut revenir à la définition basée sur le sexe. Mais non, ce n'est pas accepté par les militants queer. Ce n'est pas accepté par les transactivistes. Vous pouvez penser à d'autres contextes dans lesquels le sexe compte, comme les vestiaires, par exemple, ou encore dans les relations sexuelles. Quelqu'un qui est attiré par les femmes, ça veut généralement dire qu'il est attiré par des personnes de sexe féminin et non par une identité de genre. Et une preuve assez flagrante, selon moi, qu'il s'agit vraiment de garder dans la compréhension générale le sens traditionnel, mais de reconnaître des personnes comme étant de l'autre sexe. Au Québec, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement avait proposé de changer la loi, de changer les papiers d'identité pour que la mention de sexe reste et qu'elle soit fidèle au sexe réel de la personne, mais qu'on puisse ajouter la mention de son genre si on en fait la demande. Et devinez qui s'en est plaint. 2 indices. Ni les féministes radicales ou universalistes, ni les conservateurs. Ceux qui supposément ne font pas la différence entre sexe et genre. Eh bien non, ceux qui s'en sont plaints, ce sont les transactivistes et les militants pour l'idéologie queer. Ils tenaient à ce qu'une personne trans ou qui s'identifie comme non-binaire puisse modifier sa mention de sexe. Alors, bref, oui, c'est vraiment mensonger. En plus, c'est incohérent comme idéologie, notamment à cause du concept de genre. Alors, le concept de genre,
compris comme féminin ou masculin, moi, je vous dis tout de suite que c'est un concept que je n'endosse pas. Je ne l'utilise pas en dehors du contexte de la grammaire. Si je l'utilise autrement, ça va être de façon autonomique, c'est-à-dire en rapportant les propos de quelqu'un d'autre qui l'utilise. Ceci dit, quand les féministes radicales font la différence entre sexe et genre, elles ont au moins le mérite que la distinction qu'elles font soit théoriquement compréhensible et que le discours qui vient avec soit cohérent. C'est-à-dire que, bon, le sexe, c'est la réalité biologique et le genre, ce serait des normes sociales, des attentes que la société va avoir envers les individus en fonction de leur sexe. Pourquoi je n'utilise pas le mot genre pour parler de ça? Tout simplement parce qu'il me semble y avoir des expressions beaucoup plus claires comme rôles sociaux de sexe, stéréotypes de masculinité et féminité, normes de masculinité et féminité. Mais quoi qu'il en soit, au moins, on peut tenir un discours cohérent avec cette distinction-là. Par exemple, si je vous disais qu'une mécanicienne est une femme qui pratique un métier traditionnellement masculin, dans cette phrase-là, on retrouve la distinction entre sexe et genre et on comprend qu'on a affaire à quelqu'un de sexe féminin qui ne se conforme pas aux injonctions du genre féminin. Là, on peut comprendre. Mais quand on va du côté des discours de l'idéologie du genre, de l'idéologie queer, le genre, tantôt, c'est défini comme ça, comme une construction sociale, mais à d'autres moments, ce serait un ressenti individuel. Puis on nous parle comme si c'était les deux à la fois, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Ça ne peut pas être à la fois des normes sociales dont on peut prendre conscience objectivement et quelque chose d'individuel qui n'est perceptible que par l'individu. Puis, on ne comprend jamais trop non plus, est-ce que le genre a un lien avec le sexe ou s'il n'y en a pas? Tantôt, il y en a un, tantôt, il n'y en a pas. Alors, finalement, ils jettent la confusion sur le sens du mot genre, tout comme sur le sens des mots femme et homme. On ne s'y retrouve plus, ça donne une idéologie incohérente et à laquelle on serait pourtant obligé d'endosser cette idéologie-là, même s'il n'y a pas moyen de la rendre minimalement cohérente. Donc, ça, c'est justement un des problèmes que j'ai avec l'idéologie queer, c'est qu'on cherche à l'imposer à tout le monde, y compris en passant par les institutions. On l'enseigne dans les écoles comme si ça relevait de l'information. Et moi, je prône un retour à une liberté de conscience qu'on n'aurait jamais dû perdre. Dans leur livre Cynical Theories, qui a été traduit sous le titre de Triomphe des impostures intellectuelles, Helen Pluckrose et James Lindsay font le lien avec le concept de laïcité, c'est-à-dire, outre les religions, toutes les idéologies, surtout l'idéologie queer repose sur une forme de croyance métaphysique. L'identité de genre, ce serait une espèce d'identité latente qu'on aurait qui n'aurait rien à voir avec la réalité matérielle, ni avec ce qui se développe au contact de la société. Il faudrait découvrir une sorte d'identité qui vient d'on ne sait où et l'exprimer de façon authentique. Alors, des gens sont libres de croire qu'ils ont une identité de genre. Seulement, ça relève de la croyance métaphysique. Les croyances métaphysiques doivent être laissées à la discrétion de chacun. Elles ne doivent pas être promues par les institutions de l'État. Elles ne doivent pas être promues dans l'éducation. Alors, on devrait retrouver la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'idéologie queer. On devrait pouvoir la remettre en question, être libre de ne pas l'endosser. On devrait revenir à un libéralisme classique. Et ici, je crois savoir qu'en France, quand on parle de féministes libérales,
on parle de quelque chose qui ressemble au féminisme intersectionnel, au féminisme de la nouvelle gauche. Ici, il faut revenir à ce qu'est le libéralisme classique. Déjà, dans le libéralisme classique, il n'a jamais été question qu'on ait une liberté sur le plan des faits, de la réalité objective. Si on applique un libéralisme comme celui proposé par le philosophe John Stuart Mill, de prétendre qu'on a la liberté en ce qui concerne son sexe, ça ne va pas du tout dans le sens du libéralisme de Mill. Le sexe relève du fait objectif. Et dans le libéralisme classique, on reconnaît la supériorité épistémique de la science. Bon, je suis encore en train d'utiliser du jargon philosophique. Épistémique, ça veut dire relatif à la connaissance. Alors, en ce qui concerne la recherche de la connaissance, dans le libéralisme classique, on reconnaît tout à fait que la science, c'est la meilleure méthode pour acquérir des connaissances. Alors, la remise en question de la science qu'on retrouve dans l'idéologie queer, mais plus largement dans l'idéologie postmoderne. L'idéologie queer s'inscrit dans le postmodernisme, qui est un mouvement intellectuel, si on veut, qui vient critiquer la science, la présenter comme un point de vue parmi d'autres, et qui vient prétendre que tout est une construction sociale. Tout n'est pas une construction sociale. Il existe une réalité objective. Bien sûr qu'on en fait des interprétations culturelles, on peut en avoir des perceptions subjectives, mais il y a quand même une réalité objective qu'on peut connaître en partie grâce à la méthode scientifique. Et l'homme et la femme ne sont pas des constructions sociales. L'idéologie queer s'inscrit aussi dans le postmodernisme en ceci qu'elle présente la réalité de la société comme s'il s'agissait d'une division très simple en groupes dominants et groupes dominés, et comme si tous les groupes dominés, ou plutôt opprimés, avaient un ennemi commun, le système avec un grand S, et donc notamment le système cis-hétéronormatif. Alors, finalement, il faudrait que, selon l'idéologie queer, que les femmes, les LGBTQ+, on s'allie contre un système patriarcal et cis-hétéronormatif, comme si la division en hommes et femmes était une construction sociale patriarcale, comme si le fait de dire que les bébés qui ont un pénis sont des garçons et que les bébés qui ont une vulve sont des filles relevait de la construction sociale. Bon, d'une certaine manière, oui, les mots sont des constructions sociales, mais ce sont quand même des mots qu'on utilise pour rapporter une réalité biologique qui existe, dont on doit tenir compte. Alors, ça donne une vision simplette de la société. La réalité, c'est qu'il y a deux sexes, que l'hétérosexualité, c'est la norme statistique naturelle. Ici, j'ai bien dit, c'est la norme statistique. Qu'il n'y ait pas de norme morale qui interdit l'homosexualité, ça, on est d'accord. Que les homosexuels doivent être protégés contre la discrimination, qu'ils doivent avoir le droit de vivre leur sexualité, ça, on est parfaitement d'accord. Mais l'hétérosexualité, c'est quand même la norme statistique. Elle est nécessaire pour la reproduction. Les rôles différenciés dans la reproduction dans notre espèce sont une réalité aussi. À partir de là, bien sûr qu'il faut l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des femmes ni de qui que ce soit de nier la réalité du sexe. Et la réalité, c'est aussi que la société, c'est pas simplement des rapports entre groupes dominants et groupes dominés, c'est beaucoup plus complexe que ça. La société, c'est une diversité d'individus et de groupes
qui ont des intérêts divergents, dont les droits peuvent entrer en conflit. Et comme les groupes et les individus méritent une considération égale, quand des droits entrent en conflit, il faut les équilibrer. Et ça ne veut pas dire que ce sont des groupes ennemis. Ce n'est pas parce que des droits fondamentaux peuvent entrer en conflit que les détenteurs de ces droits fondamentaux sont des ennemis. Ça veut simplement dire qu'il faut trouver des manières de concilier les droits de tous. Et oui, c'est possible que certains droits revendiqués au nom de l'identité de genre entrent en conflit avec des droits pour les femmes ou pour les homosexuels et bisexuels, particulièrement quand plutôt que de faire coexister les deux critères, ce qui est demandé par les transactivistes, c'est de remplacer le sexe par l'identité de genre. Les femmes et les homosexuels et bisexuels, ils ont besoin de la notion de sexe pour parler de leur réalité, pour parler de ce qui les caractérise. Et comment voulez-vous qu'ils puissent défendre leurs droits? Comment pourraient-ils parler de leurs droits s'ils ne peuvent même pas, pour commencer, parler d'eux-mêmes? Donc, pour résumer, si j'ai un problème avec l'idéologie queer, c'est parce qu'elle est mensongère, elle est incohérente et porte à confusion. On veut nous l'imposer alors qu'on devrait être libre de l'endosser ou non. Et elle fait reculer les droits de certains groupes traditionnellement discriminés, notamment les femmes et les LGBT. Merci. Il y a quelques questions, notamment, est-ce que tu penses que c'est un masculinisme, alors 3.0, est-ce que c'est aussi ça? Parce que toi, tu axes beaucoup sur le rationalisme, en fait. Et est-ce qu'il y a aussi cette partie masculiniste? C'est une des questions qui est posée. À première vue, je dirais qu'on peut faire des comparaisons sans doute, mais d'assimiler l'un à l'autre, c'est important de faire des distinctions parce que peut-être que certains traits sont communs et peut-être que ça pose certains problèmes identiques pour les femmes, mais ce sont quand même des mouvements qui peuvent être motivés par des finalités différentes. Et peut-être que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont derrière. Mais vous savez, les féministes radicales ou les féministes universalistes se font souvent assimiler aux conservateurs républicains ou même à l'extrême droite par ceux qui soi-disant, défendent les droits des trans. Ce n'est pas les droits des trans qui défendent, c'est l'idéologie queer, l'idéologie du genre. Parce qu'on peut tout à fait être pour les droits de tous les humains sans être pour cette idéologie-là. Mais où je voulais en venir, c'est qu'ils vont dire que les féministes radicales et les conservateurs comme Matt Walsh ou Ron DeSantis, c'est la même chose. Parce que sur certains points, les deux groupes disent les mêmes choses, comme par exemple sur les sports féminins ou sur les prisons pour femmes dans lesquelles ça devrait être strictement des femmes biologiques, pardon pour le pléonasme, qui peuvent y être incarcérées. Mais, OK, il y a des éléments, des points précis sur lesquels les deux groupes disent les mêmes choses, mais ce sont quand même des groupes radicalement différents. Alors, peut-être que j'aurais tendance à dire que c'est un peu la même chose pour le transactivisme ou encore la promotion de l'idéologie queer d'un côté et le masculinisme. Il y a sans doute des points communs, mais c'est important de faire la distinction parce que si on ne fait pas toutes les distinctions qui s'imposent, on risque de mal adresser le problème, c'est-à-dire de ne pas trouver toutes les meilleures solutions pour chaque problème distinct. Merci. Il y a une autre question qui n'est pas trop sous forme de question, mais je pense que, en fait, tu as parlé du libéralisme, et c'est vrai qu'ici, en France et en Belgique, on parle de... j'ai l'impression qu'au Québec, il y a l'opposition entre féministes universalistes et féministes
intersectionnelle, voilà. Et en Europe, c'est l'opposition entre féminisme, enfin, c'est les termes qui sont utilisés entre féminisme radical et féminisme libéral, parce que nous, en fait, quand on utilise le mot libéral, on pense à libéralisme économique. Et en fait, quand on parle de féminisme, quand ici on parle de féminisme libéral, on fait vraiment référence à la promotion de la prostitution et à ce libéralisme économique, cette idéologie qui dit que la seule chose qui va influencer les actions des personnes, c'est leur liberté et qui ne tient pas du tout en compte, qui prend pas du tout compte des contraintes économiques, etc. Et du coup, je pense qu'il y a un petit peu besoin de précision sur la différence entre le libéralisme économique et le libéralisme philosophique. Est-ce que tu veux bien nous éclairer? En fait, on pourrait plutôt parler de libéralisme politique, mais en fait, Marie, tu viens de mettre le doigt sur un des problèmes. Oui, le libéralisme met de l'avant la liberté. On ne met pas de l'avant la liberté quand on ignore l'existence de certaines contraintes. Alors, le libéralisme politique, c'est une théorie politique qui est assez large, qui peut être interprétée de plusieurs façons différentes. Mais moi, ce dont je parle, c'est un libéralisme politique qui met de l'avant l'égalité des droits, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et on est assez loin de ça, non seulement avec l'idéologie queer, mais avec le féminisme intersectionnel aussi, parce qu'on veut empêcher toute remise en question. On présente certaines choses comme étant même pas simplement des théories scientifiques, mais carrément des vérités absolues. Et le simple fait de les remettre en question serait de la violence. Maintenant, j'ai conscience que la question qui m'est posée demanderait un long développement, puis ça risquerait de nous amener ailleurs que dans le sujet où on est là. Mais le libéralisme classique, dans le fond, moi, je vous recommanderais de lire De la liberté de John Stuart Mill pour avoir une idée de ce qu'on entend par libéralisme, ou encore le livre de Pluckrose et Lindsay, où ils expliquent très bien ce qu'est le libéralisme et comment il va s'opposer aussi bien à un conservatisme de trop à droite qui s'oppose au gain des femmes, des minorités ethniques, des LGBT, et à la nouvelle gauche qu'on appelle postmoderne. Mais donc, c'est vraiment ce libéralisme-là, c'est de mettre l'avant l'égalité des chances, l'égalité des droits, la liberté d'expression, la liberté de conscience. J'ai une autre question parce qu'effectivement, on était pas mal à espérer du monde rationaliste une critique de cette idéologie. Et il semblerait qu'une partie du mouvement zététicien endosse l'idéologie transactiviste, rejette la biologie, utilise les variations génétiques pour prouver qu'il n'y aurait pas un sexe, mais plein de sexes, un spectre du sexe. Est-ce que tu as suivi cette histoire dans la zététique et qu'est-ce que tu en penses? Assez peu, c'est-à-dire les échos que j'en ai eus, c'est surtout en tant que membre du conseil d'administration des sceptiques du Québec, parce que nous, justement, aux sceptiques, on ne s'est pas gênés pour critiquer l'idéologie queer et on en a subi des contre-coups. D'ailleurs, justement, je sais que vous voulez qu'on parle des pressions que j'ai subies étant donné mes prises de position. Alors, oui, j'ai subi beaucoup de pression depuis 8 ans, régulièrement. En fait, à chaque session, il y a quelqu'un qui se vante d'avoir contacté mes patrons. Alors, je sais qu'à plusieurs reprises, il y en a qui ont téléphoné à mon travail ou qui ont écrit des courriels pour leur rapporter, soi-disant pour leur rapporter mes positions, mais ils ne se gênent pas pour inventer des mensonges.
Je ne vous raconterai pas tout parce que depuis 8 ans, il y a eu vraiment beaucoup d'appels ou de courriels à mon travail, des campagnes de salissage sur, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, mais depuis peu, je suis active sur Twitter. J'ai eu droit sur Twitter aussi. Quelques faits saillants. À un moment donné, on a envoyé à l'institution à laquelle je travaille un document de plus de 60 pages de capture d'écran qui avait été prise sur mes pages Facebook. Alors, il faut vraiment vouloir, il faut avoir du temps à mettre là-dedans pour faire un document de plus de 60 pages avec des captures d'écran. Sinon, un autre fait saillant, la plupart du temps, en fait, j'en entends pas parler à mon travail des cas où il y en a qui écrivent ou qui appellent, mais une fois, la personne qui était à la coordination de mon département m'avait parlé d'un cas assez particulier. La personne avait prétendu être la mère d'un de mes élèves. Puis, elle prétendait que je faisais subir de l'intimidation à son fils. Puis, elle avait aussi prétendu que je faisais de la prostitution sur Internet. Puis, bon, la personne à la coordination a compris assez vite que c'était un appel canular, comme on dit, je crois, en France. Mais un point important, un point intéressant, pardon, c'est que la personne n'a pas été capable de dire à quel cours son fils était inscrit. Puis, bon, la personne qui a reçu l'appel a quand même voulu faire son travail, vérifier s'il y avait réellement un problème. Alors, elle a dit, il faudrait que je sache qui est l'élève concerné pour pouvoir valider auprès de lui. Puis, la personne n'a pas voulu donner le nom. Elle a dit qu'elle voulait que ça reste confidentiel. À quoi elle s'est fait répondre? Oui, c'est certain que ça reste confidentiel, mais ça ne peut pas être anonyme. Parce que sinon, n'importe qui peut nous appeler puis nous dire n'importe quoi sur nos enseignants. On ne peut pas se fier juste là-dessus. Alors, bref, ils sont quand même prêts à aller assez loin, ceux qui endossent l'idéologie queer, quand vient le temps d'empoisonner la vie des gens qui osent remettre en question leur idéologie. Et sinon, bien, en janvier dernier, pour la première fois, j'ai subi, la dernière, j'espère, même si il n'y a pas de certitude, mais j'ai subi une agression physique. J'ai voulu aller écouter en conférence Robert Wintemute, qui est un membre influent de la LGB Alliance, qui est né au Royaume-Uni, un groupe qui défend donc les droits des personnes homosexuelles et qui s'oppose à l'idéologie queer. Alors, la conférence a été prise d'assaut par quelques centaines de manifestants qui s'en sont aussi pris aux personnes qui voulaient aller écouter. Alors, l'ami avec qui je suis allée et moi, on a toutes les deux été poussés. On s'est fait crier des noms. Moi, j'ai eu besoin de prendre un congé de maladie suite à l'agression. Puis, j'ai reçu des menaces à l'adresse courriel de mon travail. Alors, bref, depuis cet épisode-là, vous savez, j'imagine que celles qui m'écoutent savent que les femmes qui se font agresser physiquement par des transactivistes, c'est assez commun. On en a vu beaucoup d'exemples circuler. Moi, c'est certain que ça m'a toujours affectée, mais depuis la fois où ça m'est arrivé personnellement, il y a vraiment ma réaction quand je vois d'autres exemples est beaucoup plus intense. Puis je me suis dit, c'est probablement leur but, justement, de nous épuiser émotionnellement pour qu'on n'ose plus prendre la parole, qu'on n'ose plus se rassembler. Alors, il faut vraiment se soutenir mutuellement, puis ne pas céder à ça. Ne pas céder à l'intimidation, même si c'est difficile. Puis pour terminer, la dernière campagne d'intimidation à mon endroit, elle est en cours présentement.
parce que récemment, j'ai dénoncé publiquement une exposition qui a lieu à Québec, à la ville de Québec, au Musée de la civilisation, qui s'appelle Unique en son genre. Et en fait, j'ai commencé par une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'ai raconté ce qui s'est passé quand j'ai demandé une visite guidée, à laquelle la guide n'a pas été capable de répondre à mes questions. En gros, j'ai voulu savoir ce que c'est précisément l'identité de genre et ce qui est censé vouloir dire se sentir femme. Je n'ai pas eu de réponse et la guide m'a, pour ainsi dire, planté là. Et j'ai aussi écrit une lettre à un journal pour raconter ce qui s'était passé. Et depuis cette sortie-là publique, je me fais intimider sur Twitter et sur Facebook à cause de ça. Oui, et puis tu le racontes bien tu le racontes plus précisément dans tes vidéos, mais ce que tu lui as posé comme question, ça n'avait pas grand-chose à voir avec de l'intimidation. Dans les questions, il y avait qu'est-ce qu'on entend par identité de genre, et peut-être que si tu expliques un peu plus précisément ce qui s'est passé, la personne aura la réponse à Eh cette bien, définition. si vous me demandez ce que c'est précisément l'identité de genre, justement, ça ne veut rien dire. C'est ça le problème. On nous dit c'est se sentir homme, femme ou ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est se sentir femme? C'est une réalité concrète, être une femme. C'est pas un sentiment. Alors, il est là le problème, c'est qu'on place comme central un pseudo-concept qui ne veut rien dire. Puis, pour ce qui est de l'exposition unique en son genre, je vous dirais, bon, ce qui est arrivé avec la guide, c'est un petit peu un détail parce que nulle part dans l'exposition, le concept d'identité de genre n'est défini comme s'il se passait de définition. Puis, il y a toute une série de problèmes dans cette exposition-là. Et des problèmes que les femmes qui m'écoutent en ce moment ont probablement déjà rencontrés dans différents discours, c'est-à-dire qu'entre autres, on réécrit l'histoire, on veut nous faire admettre que les personnes trans ont toujours existé. Et là, on identifie comme trans des personnages historiques dont on n'a aucune raison de les identifier comme trans, notamment Margaret Ann Buckley, qui était la première femme britannique à devenir médecin et qui a dû se faire passer pour un homme, étant donné qu'à son époque, les femmes n'avaient pas accès aux études en médecine, à la profession de médecin. Alors, une femme qui a bravé les stéréotypes sexistes de son époque, qui devrait être une icône du féminisme, alors, non, ce n'est plus une femme qui a montré que les femmes étaient capables de pratiquer la médecine, ça devient un homme parce qu'elle a dû se faire passer pour un homme pour pouvoir pratiquer la médecine. Sinon, Mathilde de Morny est aussi présentée comme un personnage historique trans. C'était une lesbienne masculine, Mathilde de Morny. Alors ça, c'est un problème que je n'ai pas développé aujourd'hui, mais qui revient beaucoup dans les discours critiques de l'idéologie du genre, critiques de l'idéologie queer. On efface les lesbiennes, et particulièrement les lesbiennes masculines. C'est pas vrai qu'on donne de la visibilité à tout un arc-en-ciel de gens. Et puis, sinon, ben, on retrouve dans l'exposition les arguments fallacieux habituels. Par exemple, on parle d'intersexe, on veut nous faire admettre que le sexe est assigné. Ça, c'est un des mensonges de l'idéologie queer. Le sexe, ce n'est pas assigné. C'est une réalité qui est constatée. Mais j'imagine que vous savez quel pseudo-argument ils vont donner
pour faire croire que c'est la société qui décrète qu'il y a des hommes et des femmes. Et ils vont dire la réalité est plus complexe que ça. Il n'y a pas seulement des mâles et des femelles. La preuve, il y a des humains intersexués. Oui, mais les humains intersexués, ils sont objectivement intersexués. Si on admet la réalité objective quand vient le temps de prendre connaissance de la connaissance d'humains intersexués, ben, il faut aussi admettre la réalité objective quand vient le temps de reconnaître que la grande majorité des humains sont sans ambiguïté de sexe mâle ou de sexe femelle. Ou il nous donne des exemples d'animaux hermaphrodites ou d'animaux qui changent de sexe. Généralement, ce sont des animaux qui vivent dans l'eau. C'est des poissons, des tortues, des batraciens, des mollusques. Alors, qu'est-ce que l'humain a à voir avec tout ça, finalement? Et puis, quand bien même la réalité sur le sexe est complexe, oui, OK, la réalité sur le sexe est complexe, elle l'est encore plus si on regarde l'ensemble du règne animal que si on regarde seulement l'humain. Mais depuis quand est-ce que la réalité est complexe? C'est une prémisse pour conclure que la réalité est subjective. Que certains animaux soient hermaphrodites ou qu'il existe des animaux qui changent de sexe, ça ne veut absolument pas dire qu'un humain est un homme ou une femme selon son identification subjective. Il l'est selon la réalité objective. Et vous savez, il y a une partie de l'exposition qui m'a fait sourire parce qu'on veut suggérer que la différence entre les sexes est construite socialement, puis que dans la réalité, la distinction n'est pas aussi nette qu'on veut le faire croire. Alors là, on nous parle de... Là, je vais carrément vous lire une partie de ce que j'ai lu à l'exposition. On nous dit que le pénis et la vulve ne sont pas si différents que ça. Alors, voici ce qui est écrit. Quand l'embryon se développe, il est d'abord indifférencié. Cela veut dire que tout le monde commence avec les mêmes organes génitaux composés d'un gland et d'une fente. Lors du développement fœtal, ces organes vont se différencier. On peut remarquer que ce sont les mêmes éléments qui deviendront le scrotum et les grandes lèvres, le gland du clitoris et le gland du pénis, les petites lèvres et le raphet. C'est instructif, c'est intéressant, mais excusez, il y a quand même une différence très visible entre un pénis et une vulve. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit un coup parti, on pourrait invoquer que l'embryon de grenouille et l'embryon d'humain sont semblables pendant une partie de la gestation pour dire qu'il n'y a pas tant de différence entre un humain et une grenouille. Où est-ce qu'on veut en venir avec cet argument-là? L'idéologie queer repose toujours sur de la rhétorique comme ça qui est tellement facile à démolir. Le moindrement ils nous disent de nous ouvrir l'esprit. On veut bien avoir l'esprit ouvert, mais quiconque arrive avec le moindrement d'esprit critique est capable de voir les failles assez vite. Ah, la personne qui dit on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, j'imagine qu'en rire quelques minutes fait quand même du bien. Même si, oui, c'est effectivement un problème parce que c'est présenté dans un musée. Qu'un musée et que des écoles présentent un discours qui repose sur la réécriture de l'histoire, sur des arguments complètement fallacieux, sur le détournement de faits biologiques, c'est quand même grave. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à me poser? Oui, je suis en train de lire les questions dans le chat, mais ça bouge.
Ah oui, ça c'était sur les appellations. J'ai l'impression qu'on est beaucoup a mis du temps à nommer ce qu'est le groupe qui est en train de qui se forme depuis plusieurs années. Certaines personnes parlent d'idéologie queer, d'autres d'idéologie du genre. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur l'appellation? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est synonyme, idéologie queer et idéologie du genre? Ça me semble être à peu près la même chose. Moi, je pense que le mouvement queer joue un grand rôle dans le problème avec lequel on vit en ce moment, parce que c'est vraiment la théorie queer avec Judith Butler comme l'une de ses chefs de file qui a posé les prémices qui posent tant de problèmes, c'est-à-dire de prétendre qu'il n'y a rien de stable dans la définition du mot femme, qui assimile le fait d'être une femme à un ressenti et à un rôle social. C'est l'idéologie qui a mis de l'avant que les catégories étaient opprimantes et que chacun devrait définir les mots à sa propre façon, et ce ne sont plus des mots. Un mot que chacun peut définir à sa façon, ce n'est plus un mot, il ne peut pas servir à communiquer. Et ici, je rappelle ce que j'ai dit au début de mon exposé. Il y a une grande différence entre dire qu'un mot prend des sens différents selon le contexte et prétendre que chacun peut définir un mot à sa façon. Alors, selon moi, oui, c'est essentiellement la même chose. J'ai tendance à utiliser l'expression idéologie queer pour la raison que je viens de donner. Il y a d'autres questions aussi sur la volonté de ce mouvement d'effacer les femmes. Là, on parle plutôt de la violence symbolique contre les femmes, qui est d'invisibiliser les femmes, et un lien qui est fait avec... est-ce que c'est une nouvelle forme de violence contre les femmes? On parlait de masculinisme tout à l'heure. Et il y a une personne qui met... est-ce que c'est en rapport avec la résistance en France à parler des droits humains au lieu de parler des droits de l'homme? Voilà. Donc, dans l'invisibilisation des femmes dans le langage, si j'ai bien compris la question. Je dois dire que là, moi, je la comprends pas, la question. En fait, est-ce que ce mouvement-là, en invisibilisant les femmes dans le langage, est-ce que le fait d'invisibiliser les femmes dans le langage, c'est une nouvelle forme de violence contre les femmes? Certainement, oui. En fait, c'est intéressant de voir qu'on nous dit qu'il faut modifier le langage pour inclure les personnes non binaires. C'est important d'avoir des mots pour nommer les personnes, pour qu'elles puissent exister socialement. OK, mais vous enlevez aux femmes les mots qui leur servaient précisément à ça, à être mentionnés par le langage et à exister socialement. Il y a une contradiction assez flagrante. Puis, s'il y avait un partisan de l'idéologie queer qui était là pour répondre, il dirait probablement qu'on n'enlève pas le mot femme, mais on n'élimine pas le mot comme tel, mais on le détourne de son sens. Alors, finalement, les humains de sexe féminin, quel mot est-ce qu'on leur laisse pour désigner leur réalité et pour que leurs droits et leurs besoins sexo spécifiques puissent être pris en compte? Parce que pour qu'ils soient pris en compte, il faut déjà être capable de les nommer. Il faut avoir des mots pour en parler. Ah oui, il y a Je vois une... que quelqu'un m'interroge sur le concept de non-binaire. Oui, voilà. Ça, justement, quand on dit que quelque chose est binaire, un système qui comprend deux éléments est binaire. Alors, c'est un usage complètement inadéquat du concept de binarité parce qu'en fait, ce qui est binaire, c'est le sexe comme système de reproduction. Alors, moi, je ne suis pas binaire. Je suis une femme. Déjà, ce n'est pas une identité de genre. Eux, ils vont parler d'identité de genre binaire qui sont les identités de genre hommes et femmes. Et les identités de genre non binaires, ce seraient les identités qui sont en dehors de la binarité hommes et femmes.
Mais donc, moi, je suis une femme, ce n'est pas mon identité de genre, c'est mon sexe. Et je ne suis pas binaire. C'est pas moi qui suis binaire, c'est le système qu'on appelle le sexe. Il est binaire parce qu'il y en a deux. Il y a deux éléments. Mais vous ajoutez à ça que là, on est en train d'affirmer qu'il n'y a pas seulement deux éléments, hommes et femmes, il y en a d'autres. Alors là, il n'y a plus rien de binaire. Non seulement les identités individuelles ne sont pas binaires, les individus ne sont pas binaires, mais même le système n'est pas binaire. Il n'y a plus rien de binaire. Alors, en fait, la question rejoint une des critiques principales que je fais de l'idéologie queer. On jette la confusion sur le langage. Il y a un tas de mots comme ça, pas seulement hommes et femmes et genre, mais il y a tout un paquet de mots qui sont utilisés en ignorant complètement leur origine étymologique, en ignorant complètement leur usage. On réinvente le sens des mots, puis en plus, on projette sur le reste de la société des sens de mots et un cadre de référence qu'on a inventé. Alors, tenez par exemple, quand on dit que, de dire par exemple que Caitlyn Jenner est un homme, ça revient à mégenrer la personne. Pour la majorité des gens, les mots femme et homme réfèrent respectivement à l'humain de sexe féminin et à l'humain de sexe mâle. Quand on utilise ces mots-là, on n'attribue pas de genre aux personnes. On ne genre pas. Et si on ne genre pas, on ne peut pas mégenrer. C'est logique. Alors, il y a une forme de manipulation qui vient avec la confusion que l'idéologie queer jette sur toutes sortes de mots. Il y a une question aussi, parce qu'effectivement, on fait comme si le sexe n'existe plus, mais il y a malgré tout une différence de traitement entre ce qu'ils appellent les femmes trans et ce qu'ils appellent les hommes trans. C'est-à-dire que, par exemple, il ne va pas y avoir entre guillemets, enfin de femmes qui s'identifient comme hommes, très peu qui vont aller dans le sport. Et puis, il y a l'idée aussi dans ce mouvement-là que les, entre guillemets, hommes trans seraient privilégiés par rapport aux femmes trans, puisque ce sont des hommes. Donc, il y a vraiment une différence de traitement dans ce mouvement-là entre les femmes trans et les hommes trans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué et comment tu peux l'expliquer? Ça, c'est pas une chose que j'ai été en position de remarquer, alors je ne peux pas en parler. Désolée. Il y a aussi une question, alors, d'où vient le mouvement postmoderne? Ici, je ne suis pas la mieux placée pour répondre, alors je vais à nouveau vous renvoyer au livre de Pluckrose et Lindsay, Le triomphe des impostures intellectuelles, qui fait une recension, qui parle de l'histoire de ce mouvement-là. Je l'ai lu, mais j'aime mieux recommander de le lire directement plutôt que de vous en parler. Merci. Il y a une question aussi sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu trouves que c'est un bon outil? Quel impact ça a? Voilà, comment… Ben, écoutez, ma chaîne YouTube est assez discrète. J'ai été assez étonnée du nombre de vues qu'a eu ma première vidéo sur l'exposition unique en son genre dont je viens de vous parler. Somme toute, je m'en suis servie au départ pour faire des capsules de cours de philosophie. Puis ensuite, j'ai fait des capsules dans lesquelles je prenais davantage position sur certains sujets. Puis là, je m'en sers un peu librement. Je m'en suis servie pour une série sur le livre de Pluckrose et Lindsay, justement, que j'ai longuement commenté. La plupart de mes vidéos ont quelques centaines de vues. Alors, moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas une personnalité publique. Je ne suis pas une influenceuse. J'essaie simplement de mettre mon grain de sel dans les débats publics.
Est-ce que je trouve ça utile? Bien oui, j'ai des retours à ce sujet-là. Alors, s'il y en a qui écoutent et qui y trouvent leur compte, eh bien, tant mieux. Puis, bon, l'exposition unique en son genre, je trouvais ça très important de faire savoir publiquement qu'il y a un problème avec cette exposition-là. Alors, je dois dire que je suis très contente que ma première vidéo là-dessus ait eu autant de vues. Évidemment, il y a le harcèlement qui s'ensuit, mais écoutez, je vis avec. C'est le prix à payer quand on prend position sur des sujets sociopolitiques. Et c'est vrai que ce qu'elle a d'intéressant, c'est que bon, tu prends position, mais c'est aussi une chaîne qui est très, très didactique. D'ailleurs, c'est marqué dans le chat, il y a vraiment un côté cours de philo, quoi. Ça Et permet aussi d'ailleurs, d'avoir les bases. je vous invite, je parle lentement, je le sais. J'ai essayé de parler plus vite, mais c'est probablement en partie de la déformation professionnelle. J'ai pris l'habitude de parler lentement pour qu'on puisse prendre des notes. Alors, si vous allez écouter mes vidéos sur YouTube, vous pourriez vouloir accélérer la vitesse de lecture pour que ça passe un petit peu plus vite. D'accord. En tout cas, visiblement, tu as des nouvelles abonnées. Eh bien, écoute, il y a eu plein de remerciements dans le chat. Notamment, merci de remettre les choses à l'endroit. Donc, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, à moins que tu Alors, veuilles repréciser des choses aussi. ben, j'aimerais surtout réinsister sur ceci. Ah tiens, il y a Françoise qui dit qu'elle a posé une question. Ah oui, excuse-moi Françoise. Elle dit parler de genre féminin et de genre masculin au sens de l'appropriation des rôles stéréotypés. Oui, d'accord. Est-ce que parler de genre, quand on parle des rapports sociaux inégalitaires et de la hiérarchie et des stéréotypes, ça peut rester utile? Voilà, en gros, je vais résumer. Ah oui, c'est certainement que c'est utile de parler de ça. Moi, mon point, c'est qu'il vaut mieux ne pas utiliser le mot genre pour désigner ça parce que le mot genre en français, il veut dire autre chose. Vous aurez remarqué que pour moi, la clarté du langage est très importante. Alors, le mot genre en français, ça veut dire une catégorie. Bon, il y a le genre grammatical. D'ailleurs, les idéologues queer tablent beaucoup sur la confusion qu'ils peuvent facilement faire passer entre le genre grammatical et l'identité de genre. Ils prétendent que dire il ou elle, c'est attribuer une identité de genre, que parler au féminin, c'est attribuer une identité de genre. Ceci est une tasse. C'est le mot tasse, c'est le nom qui a un genre féminin et c'est pour ça que l'article 1 s'accorde au féminin. Il n'est pas question d'identité ni de sexe avec le genre grammatical, ou sinon on parle d'un genre littéraire, d'un genre de musique. Moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser des termes, on en a des termes comme stéréotypes sexuels, rôles sociaux de sexe. Il vaut mieux utiliser d'autres termes que genre. Mais c'est vrai qu'avant, en tant que féministe, on utilisait le mot genre comme rapport sociaux de sexe, ce qui incluait et les classes sociales de sexe, la domination, la hiérarchie et les stéréotypes. Et c'est vrai que de plus en plus, on en vient à parler parler de rapports sociaux de sexe et plus d'utiliser ce mot genre. Rappeler la vraie définition, enfin la définition initiale de ce mot, ça peut être utile, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à faire comme ça aussi, hein, de plus l'utiliser puisque il sème la confusion. Donc, bref, la réponse à la question de François, c'est que c'est certainement utile, mais je préfère utiliser d'autres mots que genre, mais pour parler de la même chose. Puis, comme j'ai dit, l'usage que font les féministes radicales du concept de genre, je reconnais qu'il est pertinent puis qu'il est théoriquement, ça se tient. Le discours est cohérent, contrairement à celui des idéologues queer. Sinon, je tiens à rappeler ceci, c'est qu'on peut tout à fait être pour les droits humains sans endosser les idéologies postmodernes. Là, une bonne partie de l'influence qu'arrive à avoir l'idéologie queer
c'est qu'on nous présente les choses comme ceci. Si on est pour les droits des LGBTQ+, et pour les droits des femmes, on doit forcément endosser ce qu'ils disent. Ils prétendent que leur discours, ce n'est pas une idéologie, c'est simplement la défense de droits humains égaux pour tout le monde. Mais c'est faux. Leur discours, ce n'est pas seulement ça. On peut tout à fait être pour les droits humains, pour des droits égaux pour tous, sans endosser leurs orientations. Il ne faut pas arrêter de leur répondre. Et il faut continuer de montrer les incohérences dans leur discours. Il faut le faire patiemment, sans violence. Il faut prôner la discussion. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils refusent autant la discussion? C'est quand même, il y a quelque chose, il y a de quoi être perplexe devant le refus systématique de discuter, que ce soit avec des féministes radicales, avec des féministes universalistes, avec des conservateurs, avec quiconque tient un discours qui remet en question leur position. Ils disent que la vérité est de leur côté. Souvent, ils disent que la science est de leur côté. Mais en ce cas, pourquoi ne pas discuter? Vous allez être capable de montrer que c'est vous qui avez raison. Si vous avez vraiment raison, vous allez être capable de le montrer en acceptant de discuter. Au-delà de la discussion, c'est même pas... parce que là, ce que tu racontes qui s'est passé à l'exposition, tu n'étais même pas en train de contredire. Et vraiment, rien que le fait de poser des questions, c'est-à-dire même pas en contredisant, c'est-à-dire de poser des questions, c'est déjà quelque chose d'insupportable. Petite rectification, j'ai effectivement contredit la guide parce que, comme elle m'a dit, je lui ai demandé ce que veut dire se sentir femme. Elle m'a dit ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi on utilise le même mot si ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne? Puis, là, j'en suis venue à la conclusion, j'ai dit, finalement, vous me dites que ça ne veut rien dire. Puis, elle m'a demandé, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous vous considérez comme une femme? À quoi j'ai répondu, je ne me considère pas comme une femme, j'en suis une. C'est une réalité qui ne change pas en fonction de mes considérations. Et là, elle m'a dit, mais vous savez que vous êtes une femme parce que vous vous sentez femme. Ben non, là vraiment, je l'ai contredite, je lui ai dit, non, je ne me sens pas femme, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je sais que je suis une femme en fonction d'une réalité concrète, observable, avec laquelle je vis au quotidien. Et à ce moment-là, elle est devenue émotive, puis elle est partie. Alors oui, je l'ai contredite, mais c'est à noter que je l'ai contredite alors qu'elle faisait une affirmation sur moi. Alors, mes détracteurs sur Twitter et sur Facebook ont prétendu que j'avais intimidé quelqu'un. Alors, de contredire quelqu'un qui fait une affirmation fausse sur moi, quelqu'un qui ne me connaît pas en plus, ce serait de l'intimidation. Mais effectivement, ils interprètent systématiquement comme de la violence ou de l'intimidation le simple fait de remettre en question leur discours. Mais si vous êtes capable de le défendre avec des arguments, votre discours, pourquoi est-ce que vous avez autant peur de la remise en question? Puis vous savez, se sentir femme, à toutes les fois que j'ai eu des discussions un peu prolongées avec des gens qui affirmaient que ça signifie vraiment quelque chose, finalement, soit on en arrive à dire que ça ne veut rien dire. Si ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne, ça revient à dire que ça ne veut rien dire. Imaginez que vous suivez un cours
que vous dites à un enseignant, je ne comprends pas quelle est la réponse à telle question dans le questionnaire, et qui vous répond, ben, la réponse à cette question-là, ça peut être tout ce que tu veux. Vous auriez envie de répondre au professeur, mais pourquoi vous me posez une question s'il n'y a pas moyen d'avoir une réponse meilleure qu'une autre? Comment est-ce que vous allez nous évaluer si aucune réponse n'est meilleure qu'une autre? Puis, sinon, se sentir femme, souvent, on en arrive à dire, ben, se sentir femme, c'est ce qu'on expérimente quand on est discriminé par un système patriarcal, ou c'est ce qu'on expérimente quand on vit ce qui vient avec le fait d'avoir un corps de femme, comme par exemple avoir ses règles, avoir une puberté féminine, être enceinte, accoucher, avoir une ménopause. Mais à ce moment-là, se sentir femme, ça implique d'en être une objectivement. Ça voudrait dire que personne avec un corps d'homme ne pourrait se sentir femme. Donc, encore là, ça fait tomber l'idée centrale dans l'idéologie queer ou l'idéologie du genre qu'on pourrait se sentir femme alors qu'on a un corps d'homme. Alors, encore là, ça ne fonctionne pas. Ou sinon, se sentir femme, ce serait avoir des caractéristiques considérées comme féminines, eu égard aux normes sociales de féminité. Alors, aimer s'occuper des enfants, la douceur, la coquetterie, aimer la danse. Bon, je ne vais pas vous énumérer une infinité de clichés, mais c'est-à-dire que même si on acceptait ces normes comme faisant partie de la féminité, à ce moment-là, on ne serait pas en train de parler de se sentir femme, mais bien d'agir comme une femme. Si on dit qu'on parle de quelqu'un qui prend soin des enfants, qui se maquille, qui s'habille bien, qui parle doucement, qui fait des activités considérées féminines, ça, c'est pas une façon de se sentir, c'est une façon d'agir. Alors, si vous voulez vraiment attribuer ça aux femmes, ça s'appellerait agir comme une femme, pas se sentir femme. Donc, finalement, cette expression-là, elle n'a pas de sens, sauf peut-être un sens métaphorique. Je crois comprendre que certaines disent je me sens femme quand elles se trouvent attirantes ou quand elles ont envie d'avoir des rapports sexuels. Mais là, c'est métaphorique et ça n'a pas grand-chose à voir avec sentir qu'on est une femme. Quand on est une femme, on a parfaitement conscience d'en être une, même si on se trouve moche ou même si on n'a pas de libido. Bref, là, en ce moment, avec la campagne d'intimidation sur Twitter et Facebook, mes détracteurs disent beaucoup que je suis fatigante. Je crois qu'en Europe, vous n'utilisez pas ce mot-là, mais je serais dérangeante, inutilement insistante parce que j'insiste pour qu'on dise ce que veut dire cette expression-là, mais c'est parce que si elle ne veut effectivement rien dire, ça fait tomber l'idéologie queer. Et si la même chose pour la notion d'identité de genre, là, j'ai droit aux habituels, mais pourquoi tu t'en fais tant que ça avec ça? Pourquoi ça te préoccupe autant? Pourquoi tu prends autant de temps à en parler? Mais c'est vous qui nous dites de nous informer sur l'identité de genre, d'en faire une référence commune, mais on n'aurait pas le droit de demander de comprendre précisément ce que c'est. Puis, au lieu de me dire que je suis agaçante avec mon insistance pour qu'on explique ce que c'est, expliquez ce que c'est si vous êtes capable. Ou sinon, admettez que on n'est pas obligé d'en faire une référence commune. Merci, on arrive un petit peu à la fin, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter en mot de conclusion. On va être obligé de vous laisser. Par contre, avant de terminer, je voulais vous dire que nous venons d'apprendre qu'en France, un amendement a été déposé dans le cadre du projet de loi Organisation et programmation du ministère de la Justice. Et l'amendement 1056, déposé le 29 juin, propose d'insérer dans le texte de loi
que la mise à l'écrou est effectuée en fonction de cette fameuse identité de genre déclarée de la personne condamnée, indépendamment du genre indiqué à l'état civil au moment de la condamnation. Alors qu'en France, l'identité de genre n'est définie nulle part de façon satisfaisante. Et cet amendement permettrait à n'importe quel homme incarcéré de se retrouver dans une prison pour femmes, puisqu'il suffit de dire on vient d'en parler, hein, qu'on se reconnaît dans les caractéristiques féminines pour être considéré comme ayant une identité de genre féminine. Et au-delà du fait que cet amendement renforcerait bien sûr les stéréotypes, ça risquerait de mettre en danger des femmes qui sont déjà vulnérables de par leur incarcération. Donc voilà, je vous en parle parce qu'une pétition a été lancée. Le lien va être mis dans le chat pour que vous puissiez la signer si vous voulez. Voilà, et vous pouvez également signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, dont le lien est aussi dans le chat. Et je voulais vous dire aussi que pour le mois d'août, comme l'année dernière, il n'y aura pas de webinaire. Donc, nous allons nous retrouver en septembre et je vous présenterai le mémoire que j'ai rédigé dans le cadre de mon diplôme d'université violences faites aux femmes que j'ai suivi à l'UFR de droit de Paris 8. Voilà, je vous souhaite un bon été et à bientôt.